Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Comme vous pouvez le constater, je quitte mon décor habituel pour vous proposer un nouveau projet qui sera en complément de mes épisodes traditionnels. Pour ce nouveau projet, je vais partir à la rencontre de créateurs et créatrices qui ont inventé un nouveau concept d'instrument de musique. Et pour ce premier épisode, je vous propose de partir à la découverte de David qui a inventé un instrument qui est une sorte de mélange entre un didgeridoo et un trombone à coulisses. Alors, place au créateur. Bonjour David, merci de nous accueillir dans ton atelier. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours? Bonjour, alors mon parcours. Alors de formation initiale, je suis ingénieur. J'ai ingénieur en traitement des eaux, n'a rien à voir. Après j'ai fait un peu de conception dans les bateaux électriques, solaires. Et un jour j'ai rencontré quelqu'un qui jouait du didgeridoo et ça m'a complètement scotché, bluffé. Je me suis dit, allez, comme un gamin, moi je veux faire ça. Ça m'a vraiment pris, vraiment costaud quoi. Et ça c'était en 97 et depuis j'ai appris à en jouer et puis à un moment j'ai eu envie d'en fabriquer. Et tu avais quel âge à peu près quand tu as appris à jouer du didgeridoo? J'avais 24 ans. D'accord. Voilà, et après j'avais jamais fait de musique avant. C'était le premier instrument que vraiment j'avais envie de faire. Voilà. D'accord. Et après, au bout de 4-5 ans, ouais, j'ai eu envie de fabriquer mes didgeridoo parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de didgeridoo en France, même pas du tout. Quoi. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me lancer moi aussi à fabriquer ça. Donc, tu es l'inventeur du camp de basse. Justement, est-ce que tu peux me présenter un peu cet instrument et pourquoi tu as eu l'idée de faire ce concept? Alors, avant de parler du camp de basse en lui-même, je vais d'abord rappeler ce que c'est un didgeridoo, parce que je suis comme fabricant de didgeridoo. Ouais. Et en fait, cet instrument de musique, qui est l'instrument de musique des aborigènes d'Australie, n'a qu'une seule note. Qu'il a un univers passionnant, en solo ça se passe très bien, mais dès qu'on joue avec d'autres musiciens, il y a ce qu'on appelle la grille harmonique, la ligne de basse qui évolue au cours d'un morceau. Ce qui fait qu'il y a toujours un moment où entre la grille de basse, entre la grille harmonique et la ligne de basse et la note fondamentale du didgeridoo, il y a un moment où ça frotte. Voilà. Et donc j'avais réellement envie de trouver un moyen pour pouvoir continuer à jouer du didgeridoo tout en suivant cette ligne-là, cette ligne de basse, de façon à pouvoir vraiment apporter les autres instruments. Quoi. Il y a d'autres fabricants qui ont imaginé des systèmes pour démonter les parties. Là, ça c'est pratique, ça permet pour entre chaque morceau de changer de tonalité de son instrument, mais ça ne permet pas de changer de tonalité au cours du morceau. Oui. Quoi. Il n'y avait pas de solution pour changer au cours du même morceau. Alors comment je suis arrivé à avoir ce concept-là? En fait, d'abord, je voulais parler justement de celui-là. J'ai fabriqué à un moment des didgeridoo cette forme-là, et qui avait c'est en bois complet. Oui, tout en bois, oui. Et avec cette partie qui était recourbée. Alors ça, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir se déplacer avec l'instrument. Cette forme de didgeridoo-là, elle existe ou c'est toi qui l'as inventée déjà? Il y a d'autres personnes qui ont fabriqué des didgeridoo un peu dans cette forme-là, mais là, comme ça, là, avec cette esthétique-là, c'est moi. D'accord. Voilà. Et une fois que j'ai eu fait ça, je me suis rendu compte que j'avais moyen, en prolongeant ici, d'avoir deux tubes parallèles. Et ce qui faisait que je pouvais avoir un système qui permettait de déplacer l'instrument tout en ayant ma bouche qui bouge pas. Parce qu'autrement les autres instruments avec des coulisses d'accords, c'est l'instrument qui bouge pas et c'est le joueur qui se déplace. Ce n'est pas pratique du tout pour pouvoir changer de note en cours de jeu. C'est vraiment pas évident. À partir de là, du coup, je suis passé à ça. Donc d'accord. Voilà. Donc ça c'est vrai, c'est le premier prototype du camp de basse. Voilà, ça c'est le premier prototype du camp de basse, en bois et en laiton. Voilà. Ouais. Ouais, c'était vraiment une sacrée affaire, une sacrée expérience de fabriquer ça.
Et bon, maintenant il est à peu près injouable parce que c'est bloqué. Au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus difficile. Oui, et puis le souci qu'il avait, comme c'est que j'ai qu'une quinte d'amplitude. Celui-là, il va du si bémol le plus grave au fa le plus aigu. Donc, ce qui n'est pas énorme. Bon, après, ça permettait déjà d'avoir cette possibilité de changer de note assez facilement, même si c'est quand même lourd. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus si rien. C'était quand même déjà plus efficace que ce qu'il y avait autrement. Puis ça permettait de ne pas avoir à bouger, quoi. La tête elle reste stable. Et tu l'as beaucoup utilisé, celui-là? Non, très peu, parce qu'il y a un autre très gros défaut, c'est qu'il pèse quand même 5 kg, et que la coulisse, ça fait 2,5 kg à bouger. Ça muscle? Ouais, ça muscle. Non, c'était vraiment pas confortable du tout. Mais par contre, ça m'a carrément donné envie d'aller plus loin. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que une simple coulisse ne fonctionnait pas. Ce n'était pas suffisant pour pouvoir... Donc tu l'as pas commercialisé, cette forme-là? Non, cette forme-là n'a pas été commercialisée, c'était juste un proto... D'accord. En premier essai, on avance, quoi. Okay. Voilà. C'est là, à partir de là, que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un système de double coulisse. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, beaucoup plus développé. Voilà, avec une coulisse intermédiaire qui se déplace grâce à un système d'engrenage. D'accord. Donc le déplacement de la coulisse là par rapport à la coulisse du bas, elle est reportée à la coulisse du haut grâce aux engrenages qui sont là et qui sont liés par... bon, à l'intérieur du tube, on ne voit pas, mais il y a un axe là. D'accord. D'accord. Voilà. Ça, c'est le principe. Et ça, c'est ce qui permet justement, de partir d'un instrument qui fait 1,40 m de colonne d'air à 2,70 m. Ah oui. Et là, du coup, on a un octave complet de jeu. Donc, il y a le système de double coulisse qui est vraiment la spécificité de cet instrument-là. Qui est d'ailleurs le système de double coulisse plus les engrenages. Hein, c'est ce qui permet de... C'est ce sur quoi porte ce brevet. Et donc, ensuite, après, on voit une touche qu'on aurait plutôt tendance à voir sur les instruments à cordes. Et alors, celle-ci n'a pas de feu. Si ce que j'appuie dessus, ça ne change pas les notes. C'est juste que quand je me déplace, avec ma main là, qui est sur mon doigt, quand je me déplace là, ça va me donner la position des notes. Donc là, je sais que je suis en sol, sol dièse, là, la dièse, si, do dièse, ré, mi. C'est un repère? Ré dièse, mi, fa dièse. Oui, c'est un repère, voilà. D'accord. Voilà. Parce que j'ai vu sur ton premier prototype, il y a des boutons. C'était un peu dans cette même idée-là? Oui, il y a des gros pions, ouais. C'était dans cette idée-là, oui, tout à fait. D'accord, Voilà. Et donc là, j'ai repris un peu le code qu'on va dire qu'on voit sur le piano, quoi. Donc avec celles qui sont en surépaisseur pour les blanches et les creuses, c'est pour les noires, quoi. D'accord. Ça permet au niveau tactile de savoir sur quelle note je suis, parce que je vois pas en fait. Voilà, comme ça, là, ça fait un peu comme la technique du braille. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà pour le principe de l'instrument. Il y a un petit détail en plus, c'est que intégré à dessous là, on voit pas, mais il y a un petit ressort, un ressort à effort constant qui permet de compenser le poids de la coulisse pour pas avoir à la porter. Et pour pas que ça tombe d'un coup aussi? Oui, pour pas que ça tombe d'un coup. D'accord. Oui. D'où vient justement ce prénom de Corn Bass, K-O-R-N-B-A-2-S, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Alors, corne, en fait, c'est la racine celtique pour trompe. D'accord. Donc, tous les instruments à embouchure trompe, c'est des cornes. Voilà. K-O-R-N. Je le précise parce que tu habites en Bretagne. Oui, j'habite en Bretagne. Voilà, d'où justement l'intérêt de trouver un mot celtique breton. Oui, et normalement, si j'ai vraiment tout faire comme ça, j'aurais dû l'appeler Cornisel. Cornisel. Cornisel, ça veut dire un trompe grave. D'accord. Sauf que c'est un petit peu trop léger en sonorité par rapport à ce que ça véhicule comme instrument, quoi. Alors, là, c'est bien des basses, c'est pas la petite flûte. Oui, voilà, Cornisel, ça évoque plutôt une petite flûte, quelque chose de léger, et là, c'est plutôt dans les graves, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis basse à la fin. Donc là, j'ai mis un peu d'anglicisme dedans, je suis désolé. Et bon. Comme ça, tu marques bien son origine. Voilà, c'est un bon instrument bien breton, là, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont en idolâtre sur la Bretagne. Voilà, ça, c'est breton. Faut y aller. En fait, comment tu t'y es pris concrètement pour le réaliser? Et est-ce que tu as eu des problèmes, t'as rencontré des problèmes techniques lors de la réalisation sur des petites spécificités ou que ça n'allait pas très bien ensemble? Alors, suite au premier prototype là, qui était en bois et laiton,
Moi j'ai creusé l'affaire pour pouvoir le faire vraiment tout en cuivre. Au départ, c'était mon idée, j'avais envie de ça. Et du coup, je suis allé rencontrer quelqu'un qui est formateur à l'ITEM pour la fabrication d'instruments en cuivre. Et il m'a expliqué tout le métier, comment fabriquer un instrument en cuivre. On y a passé 3 heures. Ah oui. Ouais, c'était super intéressant. Et puis je pense qu'à la fin, il a fait exprès, hein, mais il a vu ma tête se décomposer. J'ai l'air de dire, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et bien, en fait, il a très bien fait. C'était passionnant. Puis à la fin, il m'a dit, mais ton instrument, pour le faire en cuivre, il faut le faire en matériau composite. Est-ce que ça aurait changé quelque chose vraiment au son? Qu'il soit en cuivre ou... Probablement, oui, c'est possible. Mais en fait, c'est juste que vu le nombre d'instruments que j'allais pouvoir fabriquer et le temps que ça allait me prendre, il fallait mieux passer d'abord par un instrument en composite pour être sûr d'arriver assez rapidement à un résultat qui sonne bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis tourné vers une société de prototypage en composite. Parce que c'est une technologie que je ne maîtrise pas. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle ID Composite à Saint-Brieuc, qui travaille justement sur tout ce qui est prototype en composite. Et avec eux, on a pu aussi bénéficier d'une subvention de la région Bretagne pour pouvoir justement développer cet instrument. Et donc c'est avec eux là. Donc là, moi je suis arrivé là-bas avec mes plans de colonne d'air, j'avais tout défini. Le mécanisme là, du train d'engrenage, j'avais le concept, j'avais encore des choses à préciser, mais j'avais le concept. Et puis après, j'aurais dit, bah voilà, moi il me faut ça, et j'aimerais que vous me conceviez les pièces de jonction. Donc au final, ça reste quand même, c'est toi qui le fabriques majoritairement, mais tu fais passer les commandes des pièces. Ils te le fabriquent toujours, cette société? Non, eux, ils étaient juste là pour le prototype. Ils étaient juste là pour m'aider à mettre en point le prototype. Voilà. Et me guider vers une sorte de pré-industrialisation. D'accord. Voilà, pour pouvoir, parce que c'est bien beau de faire un prototype, mais si on n'a pas de pièces qui sont faciles à fabriquer, ça sert à rien. Donc là, justement, ils s'arrangeaient pour que toutes les pièces soient faciles à fabriquer. D'accord. Donc là-dessus, j'ai vraiment super appui, très très bonne aide, et ça a vraiment très bien avancé ensemble, quoi. Et donc après, globalement, ça ressemble les prototypes qu'on a fait ensuite, ça ressemblait globalement à ça. Et juste la différence, c'est les trains d'engrenage n'étaient pas toujours placés au même endroit, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne position. Et donc, du coup, voilà, on en a rendu. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est... ça, je montrerai plus en détail. C'est donc, entre les tubes, il y a des systèmes il y a des bacs de glissement qui permettent de faire l'étanchéité et assurer un bon guidage. Et en fait, étonnamment, c'est là-dessus que c'était compliqué de trouver, mais c'est de trouver le bon matériau, la bonne méthode pour que ça se passe bien. Le premier génie, en fait... il s'est dilaté à la température, ça a tout bloqué. Est-ce que maintenant il y a plus trop de problèmes par rapport à ces dysfonctionnements ou est-ce qu'il y a encore des améliorations peut-être à faire? Non, il n'y a pas trop Non, maintenant c'est bon. Je dirais que après les phases de bêta test, comme on dit, après le prototype, où là justement on expérimente et on casse si jamais il y a besoin. Là, tout ce qui était fragile a été bien réparé, consolidé, et maintenant, là, quand je vois les musiciens ce qu'ils font sur scène, je me dis que maintenant, oui, clairement, ils envoient du costaud avec l'instrument et ça se passe bien, quoi. D'accord. Donc, il est prouvé. Et puis, de toute façon, d'après ce que tu me disais avant, c'est tu utilises le retour des musiciens pour l'améliorer également. Tu restes très à l'écoute justement des difficultés rencontrées pour essayer d'améliorer ou de réparer ses besoins. Ah bah carrément, ils me font avancer, et clairement. Bah oui, donc là c'est un peu une collaboration entre toi et des musiciens. Étroite, très étroite. Ça t'a pris pour concevoir le canvas de sa première idée, son premier prototype, et jusqu'à la fin d'aujourd'hui? Alors combien ça a pris? Je dirais ça m'a pris à peu près 1 an pour faire le premier proto en bois là. Ensuite
temps de recherche, encore une autre année pour l'approche avec l'idée composite. Et ensuite, à partir de là, 3 ans avant d'arriver à un premier prototype en carbone. Là, on est arrivé à 4. Une autre année de bêta-test, comme on dit. Et donc ça fait déjà 5 ans. Et là, ouais, il m'a fallu 5 ans avant d'avoir un produit stable. Et là, maintenant, ça fait déjà 2 ans que ça tourne, quoi, et que là, maintenant, c'est bon. Ouais, donc 5 ans pour réussir à avoir un instrument qui soit fiable. Ce qui n'est pas énorme. La première idée, tu l'as eue en quelle année environ? Bah, ça va faire 2012. 2012 Oui. Ah oui, quand même. Moi, je trouve ça vachement près. Tu trouves ça? Je trouve ça très près 2012, tu vois. Ah oui, c'est très court. Hein. Ça allait très vite au final, oui, parce que des fois, ça peut donner l'impression que ça met du temps à se mettre en place. Ah, mais quand on est dedans, on a l'impression que c'est très très long. Hein. Oui, bah oui. Ça, il y a des périodes où on ne trouve pas du tout la solution, on est bloqué sur des choses, et puis là, pendant c'est pareil, des fois 2 mois, il se passe pas grand chose, parce que l'idée qui permet de faire avancer, elle n'arrive pas, quoi. Puis moi, elle arrive, et du coup, c'est bon. Ok. Au moins, parce que c'est intéressant pour s'il y a des gens qui veulent se lancer, ça peut faire peur tout ce travail-là et de se dire, ah là là, je vais en avoir pour des années, et justement, ça peut encourager de se dire, vas-y. Ah, faut y aller, hein. Faut y aller complètement. Ah ouais. Osons. Voilà, d'où le but aussi de ce projet, c'est pour dire aux gens, allez-y. Parce que, bon, petite anecdote, je sais pas si je vais le mettre, mais quand j'ai fait une demande de recherche pour les créateurs, j'ai un petit adolescent, que je lui fais coucou, de 14 ans, qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit voilà, j'aime beaucoup la lutherie, je suis en train de faire des guitares bidons, bon, malheureusement, c'est pas tellement dans le sujet que je cherche, mais voilà, à 14 ans, il était déjà intéressé pour construire de la lutherie, etc. Donc ça, s'il faut, c'est un ado, il va continuer et tout, et puis après, il va nous faire des instruments super, et à ce moment-là, moi, je l'accueille, mais avec plaisir. Voilà, moi, je l'encourage à continuer là-dessus. Donc bon, c'est un peu la base du didgeridoo. Alors, oui, c'est vrai, complètement. D'abord, faut bien s'imaginer, c'est comme un trombone basse, mais à très grosse perce, ou un didgeridoo à coulisses. D'accord. Comment voir. Alors pour le porter déjà, j'ai mis le système des bretelles type accordéon, qui permet d'avoir les mains libres. Et donc pour pratiquer, donc du coup il y a... Faut d'abord savoir souffler dedans comme un didgeridoo, donc... Ah, c'est la mouche ça. Fait vibrer les lèvres. À partir de là, on va moduler le son en changeant la position de la langue dans la bouche. Ça, je fais un petit aparté. Bon, pour ceux qui connaissent ma vidéo sur les guimbardes, justement, on avait parlé de la position de la langue. Que justement, pour jouer de la guimbarde, on utilisait la langue, on relevait la langue ou on la baissait pour changer le son. C'est exactement le même principe. C'est le même principe, voilà. Qui a ajouté en plus l'utilisation du souffle continu, qui permet d'avoir un son continu tout pour alimenter le son en permanence. Donc voilà, ça c'est le parti didgeridoo. Et puis bah, il y a une partie coulisses, donc là. Donc là je me déplace le long de cette frette, cette touche, pardon. Et du coup, c'est grâce justement à tous ces petits pions d'indexation qui permettent de savoir sous quelle position de note je suis. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Tu crois que je peux essayer? Tu crois? Si ça te dérange pas. Hein. Je sais que c'est un instrument avant, du coup c'est assez personnel, les instruments avant. Alors moi par contre ça va être nul, hein, je préviens tout de suite. Ok. Là, alors. Il faut que je fasse... Voilà. Alors c'est parce que je sais que la trompette c'est plus... Ouais, c'est tuba là. Comme un tuba. Comme ça? J'ai jamais fait de tuba. Puis voilà. Ça c'est la trompette. D'accord. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas de souffle. Alors, déjà la respiration. Tiens, une question surprise. Comment faire pour pratiquer la respiration continue? Parce que moi j'y arrive pas du tout. Ah ouais. Est-ce que tu as une astuce? Je sais qu'on m'avait sorti une astuce de la paille dans le verre d'eau qu'il fallait souffler en continu. Mais c'est pas facile. C'est pas spécialement la technique la plus appropriée. Moi, quand je fais des stages de didgeridoo, ce que je transmets, c'est... l'idée, c'est de servir de la bouche comme un réservoir temporaire. Et donc pour ça, on va expulser l'air qu'on a dans la bouche avec la force des joues et de la langue. Donc les joues font ça, la langue fait... Elle part du fond de la bouche et vient pousser comme ça. D'accord.
On peut s'imaginer qu'on a de l'eau dans la bouche et qu'on va envoyer un grand jet d'eau comme ça. D'accord. Quand on fait ça, on inspire en même temps. Et après, il y a le souffle qui revient des poumons. C'était le moteur à bateau. Alors moi je me tape la montre là. Hein. Bon, je m'entraînerai, promis. Du coup, on va retourner à l'instrument. Est-ce qu'il existe des variantes ou est-ce que tu en as prévu des évolutions sur le corne basse? Pour l'instant, j'ai pas de variante. Peut-être que j'en ferai une format un petit peu plus aigu, mais c'est pas dit parce qu'en fait, là, l'amplitude que j'ai choisie, c'est vraiment l'amplitude où la tessiture que j'ai choisie, c'est vraiment la tessiture où on est bien pour jouer du didgeridoo. D'accord. Du sol grave au fa dièse aigu là. Sol, c'est sol 0 pour le plus grave et fa dièse 1. Ça, c'est la zone de jouabilité du didgeridoo. Est-ce qu'à l'heure actuelle, justement, tu as eu beaucoup de commandes en France ou à l'étranger? Alors, actuellement, nous sommes 6 cornes bassistes dans le monde à en jouer. Voilà. Ah oui. C'est très intimiste comme pratique. D'accord. Enfin, non, c'est pas intimiste, c'est un petit cercle. D'accord. Donc il y a vraiment 6 musiciens professionnels. Ils sont où dans le monde justement? Alors on est 5 en France et 1 en Suisse. Ah d'accord. Voilà. Il faudra le mettre un peu vers les États-Unis. Il y a moyen que ça marche vers les États-Unis. Il y a des chances que ça s'ouvre. Oui, pas de problème. Au niveau des musiciens, c'est destiné à qui comme musicien? Actuellement, ce sont surtout des joueurs de didgeridoo qui en ont parce qu'ils ont envie justement de jouer de cet instrument avec d'autres musiciens. D'accord. Moi, je pense que j'aimerais pouvoir aussi ouvrir la pratique de cet instrument aux trombonistes ou aux tubistes, sachant qu'évidemment la perce est vraiment très très large pour eux, mais ça va leur permettre d'explorer tout un univers sonore, justement typique du didgeridoo avec tout le timbrage, qui est vraiment plus compliqué à réaliser avec un trombone ou un tuba. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent s'adapter facilement sur cet instrument? Parce que peut-être qu'ils ont peur en disant bah non, c'est du didgeridoo, c'est pas du tout la même chose. Alors l'adaptation, les joueurs de didgeridoo, ils en ont beaucoup à faire parce qu'en fait on a l'habitude d'avoir qu'une seule note et là le fait d'en avoir plein et de changer, d'adapter complètement notre forme de bouche à chaque changement, c'était déjà un gros travail. Je sais, je l'ai fait, je me suis rendu compte du boulot que ça représente. Eux, ces trombonistes et tubistes, là, ils ont déjà cette habitude-là. Par contre, c'est le timbrage qu'ils n'ont pas l'habitude. Puis surtout, le volume de colonne d'air. Ça c'est clair qu'ils ont il y a du travail à faire là-dessus pour eux. Bah justement... Mais ça, j'imagine, étant donné qu'ils ont plus de facilité pour tout ce qui est déplacement, changement de notes, que les autres joueurs de didgeridoo, qui vont explorer différemment l'instrument et qui vont donner des choses vraiment très très belles. J'aimerais bien entendre ça un jour. Ils mettent combien de temps à apprendre généralement? Je dirais qu'il faut, il faut une bonne année, voire 2, avant de commencer à être bien à l'aise pour commencer à produire des choses qui puissent être... en étant déjà joueur de didgeridoo? Oui, voilà. D'accord. Et généralement, les musiciens les cornes bassistes qui ont cet instrument-là, ils pratiquaient déjà le didgeridoo? Oui, pour l'instant tous, ouais. D'accord. Bon, bientôt, tu auras ton premier non-musicien qui apprend la musique dessus? Oui. En espérant. Oui, j'ai hâte. Justement, vu qu'on parle des musiciens, est-ce que tu peux me parler de quelques musiciens ou de groupes, justement, qui utilisent à l'heure actuelle le corne basse? Alors, actuellement, il y a eu 3... il y a 3 personnes qui s'en servent, sont 3, non 4, donc faut que je le compte quand même maintenant. Hein. Bah oui, bien sûr. On est 4 donc à pratiquer le corne basse sur scène principalement. Donc il y a, je dirais, Zalem de l'Arbre qui pratique dans un ciné-concert. D'accord, on mettra les liens dans la description. Oui, donc ciné-concert avec un pianiste, donc Charlie Charlot, dans le principe ciné-concert, quoi, il y a 2 musiciens qui jouent pendant qu'on regarde le film même. C'est vraiment chouette. Ça, c'était la première création avec le corne basse. Ensuite, il y a eu Ludovic Winkler, qui est suisse, qui a joué dans le groupe Dojoma. Donc, ça a duré un peu plus d'1 an. C'était très court comme formation, mais c'était vraiment génial dans un répertoire plutôt trip-hop acoustique, avec flûte et handpan. Et là, la nouveauté de l'année, actuellement, c'est Austral, donc avec Sylvain Jargot, qui est le grand bassiste aussi à Grenoble. D'accord. Et là, donc j'ai vu son premier concert la semaine dernière, c'était vraiment génial. Je me suis pris une bonne
gros plaisir à regarder ça. Super. Est-ce que du coup, il y a déjà des compositions pour le corne basse? Et si jamais on doit composer avec le corne basse, comment on doit décrire la musique? Alors, très bonne question. En fait, chaque groupe qui travaille, chaque musicien qui travaille avec, on compose ses propres morceaux. Alors, pour l'écrire, ça c'est une difficulté qui est pas évidente, parce que déjà, il y a tout ce qui est hauteur de notes, ça va, hein, c'est comme les autres instruments. Après, il y a tout le timbrage du son. Alors moi, j'avais déjà réfléchi à cette question-là, juste spécifiquement au didgeridoo. J'avais déjà commencé à mettre au point une méthode d'écriture de partitions pour didgeridoo, à partir d'un alphabet phonétique un peu adapté. D'accord. Et donc qu'on rajoutait en plus de la rythmique, et qui s'écrivait dessous comme un chant, quoi. C'est en cours de travail, encore des choses à faire dessus, mais ça va venir. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de système d'écriture, mais voilà, c'est tout à faire. Ouais, c'est tout à faire, mais ça va... Incessamment sous peu. Ça va arriver, ouais. D'accord. Je travaille dessus. Super. En moyenne, il te faut combien de temps pour fabriquer un corne basse? Vaste question, parce qu'en fait, je fais ça par série, parce que du coup, les tubes carbone, quand je les achète, c'est pour 4 instruments. Donc en fait, je fais des séries de 4 instruments. Et pour faire 4 instruments, il va me compter 1 mois et demi, 2 mois, mais entre le moment où qu'on passe commande et le moment où je peux finir, c'est bien plus que ça. Il faut bien compter 3-4 mois minimum. 3-4 mois parce minimum. Que j'ai d'autres pièces que je fais faire à l'extérieur, donc je reçois, et bon, voilà, ça prend un peu de temps. C'est pas forcément de ta volonté? Non, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, sur cet instrument, je fais surtout de l'assemblage, en fait. Oui, voilà, c'est parce que du coup, tu fais commander les pièces. Voilà. Donc, ok. Justement, pour les gens qui souhaiteraient le commander, est-ce que tu en as actuellement en stock ou est-ce qu'il y a une liste d'attente, et si oui, de combien de temps? Alors, actuellement, je n'ai pas en stock et j'attends d'avoir... donc, comme je travaille par série, j'attends d'avoir 2 commandes pour pouvoir lancer une série. D'accord. Pour avoir la trésorerie nécessaire pour passer commande de toutes les pièces dont j'ai besoin. Voilà. Comme c'est un projet qui est neuf, qui débute, tu as besoin d'avoir de sécurité. Oui. Si jamais ça marche vraiment, tu auras peut-être plus cette obligation d'attendre 2 commandes. Oui, bien sûr. Je pense que j'espère bien qu'un jour je pourrais me permettre de lancer des commandes sans les attendre, quoi. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Donc attendre... je peux attendre 2 commandes et puis donc actuellement, tu as 2 commandes là? Non. J'ai une personne qui s'est prononcée, mais j'attends une deuxième. Voilà. D'accord. Ça va pas tarder. Manifestez-vous. Ouais. Quel est son prix? Alors, son prix est de 3 000 € D'accord. pour l'instrument. Et j'ai une hausse en plus qui vaut entre 400 et 500 €, ça va dépendre du fournisseur. La hausse est fortement conseillée, évidemment. Et puis il y a aussi un flycase, pour l'instant j'ai pas encore les tarifs pour ça, là. Mais ça c'est pareil, ça va être nécessaire pour ceux qui prennent l'avion. Et les anses que tu as rajoutées là, ça c'est fourni avec l'instrument. C'est fourni avec l'instrument. Ouais. Il y a du consommable? Il y a des pièces qu'il faut changer? Oui, les ressorts qui permettent de remonter l'instrument, qui permet de compenser le poids de la coulisse. D'accord. Ça c'est quelque chose qu'il faut changer. Ça dépend comment on pratique, hein. Moi je change tous les 2-3 mois, quoi. Tous les 2-3 mois. C'est comme quand des guitares sont des cordes sur une guitare. Et les consommables justement, ils les achètent où, vu que c'est quand même spécifique? Moi je les fournis, je peux les fournir. D'accord. Voilà. Ok, ça coûte combien environ? Ça coûte 60 € la paire de ressorts. La paire? C'est quand même pas donné, mais... Donc 30 € le ressort. Oui. D'accord, ok. Donc il y a quand même une moyenne de 3500, c'est ça, si on veut la boîte et tout? Pour démarrer, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, comme ça donne une idée de prix. Bah justement, est-ce que tu comptes en faire peut-être des moins bonne qualité, mais peut-être pour professionnels, étudiants par la suite, qui permettrait de baisser le prix? Il y a peu de gens que je puisse faire ça parce qu'il y a le matériau lui-même que j'utilise, c'est le brevet carbone. Il y a certaines pièces qui sont en imprimante 3D. D'accord. Ce qui fait que sur ces parties-là, je peux pas vraiment baisser le prix, quoi. D'accord. C'est pas faisable.
Parce que des fois, il y a étudiants, il y a professionnels, et ça, généralement, quand on commence, on prend l'étudiant, c'est pour ça. Ça coûte moins cher, forcément. Généralement, ceux qui se mettent au corn bass, c'est déjà des très bons joueurs de DJ Redou, donc ils ont passé le stade des étudiants. Oui, c'est vrai. Bah, justement, est-ce qu'il est possible de faire des demandes particulières pour le corn bass, peut-être des modifications ou des styles, parce que là, je vois qu'il a une très jolie couleur noire, mais peut-être qu'il y en a qui veulent autrement au niveau... Sur la couleur, c'est possible, oui. Il est possible de le faire d'une autre couleur, le pavillon, même je pense que oui, ce tube-là aussi, c'est possible de peindre d'une autre couleur. Et tu crois que si on te demande des... Je pense quand même que ça doit être faisable de faire pour gaucher. Pour gaucher, ah oui, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a moyen de... oui, les pièces sont imprimées en 3D, de les mettre en symétrique et de les faire en... Voilà. J'ai toute la question, mais je pense que c'est faisable. Ah, pour le moment, on t'a pas fait de demande particulière? Non, pour l'instant, non. D'accord. Peut-être que ça viendra. Oui. Je te souhaite. Comment on le commande? En passant par mon site. En m'envoyant un mail et puis en me disant qu'il est intéressé, Voilà. Puis après on s'appelle, on échange et je fais un devis. Donc le site, je vais l'afficher quelque part, je sais pas. Donc n'hésitez pas justement à aller voir son site si vous voulez plus de renseignements. Si vous avez des questions particulières justement à poser, je pense qu'on peut t'envoyer un mail. Tu restes assez disponible. Oui, mail et téléphone. Mail et téléphone. Ouais. Moi, il a répondu très rapidement me concernant. Parce que des fois, c'est long les réponses. Ça dépend les constructeurs. Donc voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot? Non. C'est tout non. Au plaisir de vous revoir bientôt. Voilà. Ouais. Donc, écoute, merci à toi. Merci Laetitia. J'espère que ce concept vous a plu et que cet instrument en aura inspiré plus d'un. Actuellement, j'ai un deuxième inventeur dans ma liste, cependant je suis à la recherche d'autres créateurs ou créatrices. Alors si vous aussi, vous avez inventé un nouveau concept d'instrument qui soit acoustique ou électronique et que vous souhaitez le mettre en avant, n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, je vous renvoie directement dans la description de cette vidéo où vous pourrez retrouver donc mon adresse mail, mais également n'hésitez pas à lire les conditions de participation afin de respecter la ligne éditoriale de mon projet. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.